Dans 30 ans ou 40 ans, pas avant. Cette jeune fille en aura donc 50. Algérie, c'est pour quand le printemps? Reportage de Mouhand Chibani réalisé par Yacine Bouzard. Nous sommes toujours avec nos invités à Marco Rogli, politologue, avocat au barreau de Paris, et Farid Alilat, directeur du site d'information Les Dernières Nouvelles d'Algérie. Farid Alilat, vous avez entendu ces étudiants algériens, on est frappé par leur pessimisme d'emblée. Peut-être une question un peu naïve. Pourquoi pas la révolution tout de suite alors? C'est très compliqué. Le cas de l'Algérie est beaucoup plus complexe que la Tunisie et l'Égypte. On voudrait, les Algériens ou peut-être les autres, voudraient qu'on réédite tout de suite l'expérience de la Tunisie et de l'Égypte et que le pouvoir tombe aussi vite que l'a été Ben Ali et Moubarak. Sauf qu'on ne peut pas appliquer ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, à ce qui se passe en Algérie. C'est beaucoup plus compliqué, si vous voulez qu'on rentre dans les détails. On va rentrer dans les détails dans cette émission. Oui. Mais peut-être d'abord, Mouhand Chibani, on va revenir avec vous. Vous êtes toujours dans les studios de France Bleu à Nancy. On peut peut-être revenir avec vous sur la décennie noire qui a marqué les Algériens et qui peut-être est une partie de l'explication. Oui, Julie, quelques éléments de chronologie qui vont nous permettre de resituer tout ça un peu dans leur contexte. Il y a eu d'abord le 5 octobre 1988. Le président de l'époque était Chadli Benjedid. Le parti unique, le FLN, régnait surtout. Des manifestants sont descendus dans les rues après une pénurie de produits de première nécessité et ils s'en prennent à tout, aux édifices publics, aux magasins de l'État. L'armée sort et tire à vue. Bilan officiel, 169 morts, mais il y en aura 500 précisément. Une nouvelle constitution en découle en 1989. Les partis d'opposition sont alors autorisés, mais le multipartisme profite aux islamistes du fils, très actifs sur le plan social. Ils distribuent des vêtements aux pauvres dans les rues d'Alger. Ils organisent des soupes populaires pour les plus affamés. Et logiquement, ils remportent les élections législatives qui découlent de cette ouverture politique. Mais l'armée en décide autrement, en annulant purement et simplement le résultat de ces élections. Chadli est poussé à démissionner. Nous sommes là en 1992. Un haut comité d'État est créé sous la présidence de Mohamed Boudiaf, assassiné 6 mois seulement après sa nomination. Ensuite, en 1993, apparaît pour la première fois le sigle GIA, Groupe Islamique Armé, composé d'anciens volontaires formés à la guérilla en Afghanistan. Ils prennent le maquis et s'ensuit alors ce que l'on a appelé la décennie noire, 10 ans de guerre civile, faisant au total, alors on parle de 150 à 200 000 victimes. Nous arrivons en 99, élection présidentielle, et l'armée sort de son chapeau Abdelaziz Bouteflika, ancien ministre des Affaires étrangères dans les années 70, auprès de Ouari Boumedienne. Il l'emporte avec plus de 70% des voix, mais personne n'y croit vraiment. Et depuis, donc, il se fait réélire, toujours avec des scores nord-coréens. Et alors que la Constitution interdisait à n'importe quel candidat de briguer un troisième mandat, Bouteflika, lui, fait modifier la Constitution et se fait réélire une troisième fois. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Bouteflika a 74 ans. Il est apparu dernièrement, lors du discours à la nation qu'il a prononcé, très fatigué et surtout malade. Tout le monde le sait en Algérie. Et donc, la question est de savoir aujourd'hui de ce que décidera l'armée pour les prochaines élections qui se dérouleront en 2014. Merci beaucoup, Mouhand Chibani. Évidemment, on reviendra sur le rôle de l'armée. À Marco Rogli, il peut y avoir une exception algérienne. Pourquoi la recette qui a fonctionné en Tunisie et en Égypte n'a pas pris en Algérie? Écoutez, moi je pense que, comme on a coutume de dire, comparaison n'est pas raison. Pourquoi, effectivement, ne pas rééditer ce qui a été l'exemple? Moi, je parlerai tout simplement de l'exemple tunisien en Égypte. Certains nous disent qu'en octobre 88, il y a déjà eu une révolution, dans la mesure où il y a eu une révision de la Constitution qui a permis le multipartisme, etc. Sauf que nous pouvons évidemment l'observer. En Tunisie et en Égypte, l'armée n'est pas intervenue contre les manifestants. Tout au contraire, en 1988, l'armée a tiré sur les manifestants. Donc, pour dire tout simplement qu'en fait, l'Algérie, certes, moi je comprends évidemment que les gens puissent être fatigués. Bon, ils ont énuméré un certain nombre de doléances face effectivement à des revendications qui peuvent être sociales, mais également politiques. Bon, on le sait très bien, et ça ne vient pas simplement des élites. Moi, je pense que même les gens dans la rue, dans les familles, effectivement,
aspirent à un changement. Et ils sont conscients que les anciens, si l'on peut dire, ne peuvent plus apporter quelque chose de neuf. Marco Rogli, en Algérie, il n'y a pas de classe moyenne, contrairement à la Tunisie ou à l'Égypte? Il me semble que la classe moyenne a été laminée. Elle a été laminée socialement et économiquement. Une classe moyenne qui aurait pu justement porter le mouvement. Elle aurait pu être un locomotive pour permettre sans doute ce changement. Moi, j'appellerais ça tout simplement une nouvelle utopie à réaliser par la jeunesse algérienne. Je rappellerai tout de même que nous sommes un pays jeune, à 70%, qui ont moins de 30 ans, et si on ajoute les quadragénaires, voire les quinquagénaires, nous serions à près de 90%. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours dit que la structure gouvernante, qui est l'armée et ses à côté, des gens qui sont cooptés, parce que sans doute il y a une certaine allégeance à cette structure gouvernante, il faut que, sans doute, nous nous débarrassions de cette gérontocratie gouvernante. Alors justement, Farid Alilat, qui a les rênes du pays aujourd'hui? Est-ce que c'est Bouteflika? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est le général Toufik, le patron des services secrets? Qui a le pouvoir? Si vous permettez, vous m'avez posé la question pourquoi en Algérie il n'y a pas une révolution, plutôt par rapport à la Tunisie et à l'Égypte. Moi, j'ai défini 4 paramètres qui expliquent plus ou moins pourquoi il n'y a pas, pour le moment, une révolution à la tunisienne. Voilà. Bon, il y a d'abord ce que disait Mohamed, il y a le paramètre des violences. Je ne dis pas de la violence, des violences. C'est-à-dire que depuis 88, il y a des traumatismes, il y a des violences qui ont provoqué un immense traumatisme au niveau des Algériens. Toute cette violence depuis 20 ans, plus de 20 ans, a provoqué des traumatismes chez les Algériens. Du coup, les gens sont plus ou moins résignés. Moins facile à mobiliser. Voilà. Le deuxième paramètre, c'est le fait que ce pouvoir aujourd'hui a les moyens d'acheter la paix sociale. C'est-à-dire qu'ils sont tellement riches. 150 milliards de dollars en Je vous donne un exemple. Dans la loi de finances complémentaire de 2011, l'État consacre 23 milliards de dollars pour acheter la paix sociale, c'est-à-dire augmenter les salaires, les logements, etc. Donc ce pouvoir, il a assez d'argent pour répondre dans l'immédiat, si vous voulez, aux besoins des populations. Ce qu'il fait d'ailleurs. Voilà, ce qu'il fait, c'est augmenter les salaires, subventionner les prix des produits de première nécessité. Ça, c'est un paramètre qui n'existait pas en Tunisie et en Égypte. Troisième facteur, c'est que contrairement à la Tunisie, l'Algérie, plus ou moins, dispose, depuis 88, une espèce de démocratie, de liberté d'expression qu'on ne peut pas trouver en Tunisie. Bon, on pouvait la trouver en Égypte, mais pas en Tunisie. C'est-à-dire qu'en Algérie, la presse est relativement libre. Il y a des journaux, il y a pas de radio, les médias publics ne sont pas ouverts à l'opposition, mais il y a des partis politiques, il y a une opposition plus ou moins qui est représentée au niveau de l'Assemblée, il y a une presse, les gens peuvent s'exprimer. Si vous voulez, la chape, elle est moins dure qu'en Tunisie. Et ça, c'est un paramètre qui est important. Le quatrième paramètre, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir, il a excellé dans une espèce de technicité de la répression. Il faut savoir que Bouteflika, son modèle, c'est Ben Ali. Il a calqué presque le même modèle. Il a instauré une espèce d'état policier. Aujourd'hui, il y a presque 100 à 120 000 policiers en Algérie. Et ils ont appris à gérer les manifestations. Si bien que, depuis janvier, depuis les émeutes qui ont fait 5 morts, il y a des manifestations tous les jours en Algérie, mais il n'y a pas de morts. Et le dernier facteur qui est relatif à ça, c'est que, au mois de janvier, je pense que c'est pas innocent, tous les policiers ont reçu une augmentation avec effet rétroactif depuis 2008. Donc tous ces facteurs, si vous laissez conjuguer, font qu'on peut pas parler de la même expérience en Algérie qu'en Tunisie. Alors à Marco Rogli, aujourd'hui, qui a les rênes du pays? En fait, moi, je remonte à 1958, au moment où l'état-major de l'armée, conduit à l'époque par Boumediene, avait démis pratiquement le GPRA. En fait, dès le départ, en fait, il y a eu une primauté du militaire sur le civil. Alors qu'en réalité, c'était l'un des points clés de la révolution algérienne. C'était de permettre justement, alors malheureusement, il y a eu ensuite, en 62, où Ben Bella a été pratiquement installé par l'armée, et il a été lui-même démis en 65. Donc, en fait, il y a eu une série de violences politiques
qui ont été instillées au pays. Je pense qu'effectivement, les gens, en fait, ils ont vécu ces violences. On l'oublie souvent, mais il y a eu des centaines de morts en 65, par exemple, ou voire 62, simplement. Et naturellement, sans parler des anciens politiques, de figures importantes de l'histoire algérienne. Et aujourd'hui, alors, quel est le rôle de l'armée aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, le problème, tout simplement, c'est que le rôle de l'armée, il s'est consolidé avec Boumediene, puisque il n'y a pas eu de constitution. En fait, c'était. Et ensuite, ce qui est important à mes yeux, c'est que le bureau politique, quand il a été installé par Chadli, ipso facto, les membres qui étaient du Conseil de la Révolution, donc des militaires, se sont retrouvés aux membres du bureau politique. Donc, en fait, ils ont investi le pouvoir d'État au niveau du parti politique. Et il n'y avait bien sûr que... Alors, moi, évidemment, je critique, c'est que c'est la pensée unique, davantage que le parti unique. Et il est clair que la haute hiérarchie militaire, en tout cas une partie la plus influente, c'est elle qu'on désigne souvent par le cabinet noir, par le cercle des décideurs, etc. Et que personnellement, j'appelle les bailleurs de pouvoir. Parce qu'en fait, ils louent en quelque sorte le pouvoir à quelqu'un et on lui dit de ne pas outrepasser un certain nombre de lignes. Alors, justement, on le voit bien, Bouteflika a fatigué l'âge, mais aussi sans doute la maladie. Naturellement, bon, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Farid tout à l'heure, mais par rapport à ce qu'il peut proposer, lui, il propose une révision constitutionnelle, mais elle a déjà eu lieu à plusieurs reprises. On oublie souvent que l'Algérie, chaque président a eu sa constitution. Est-ce que la révision de la Constitution, et je le dis en étant constitutionnaliste, ça suffit pas pour vous, la révision de la Constitution ne changera pas le vécu du quotidien, il ne changera pas le système politique. C'est un paramètre parmi d'autres. Alors qu'est-ce qu'il faut changer? Alors ce qui doit changer, c'est d'abord, à mon avis, que la haute hiérarchie militaire cesse d'instrumentaliser l'armée pour sortir définitivement du champ politique. Deuxièmement, il y a, à mon avis, des institutions qui ne sont pas probantes et qui, à mon avis, ne sont pas pertinentes. Par exemple, le Premier ministère, à quoi il sert? Dès lors que le président de la République est investi du pouvoir et il a d'impressionnants pouvoirs au regard de la Constitution, toutes les constitutions algériennes, eh bien, il n'a pas besoin d'homme lige ou de quelqu'un qu'il faudrait sauter en cas de soulèvement populaire ou autre. Et troisièmement, il y a une hiérarchie donc au niveau du pouvoir dont on n'a pas besoin. Et j'ajouterai autre chose aussi, on n'a pas besoin, à mon sens, d'un bicaméralisme. Une seule chambre devrait suffire dans la mesure où elle joue son rôle convenablement et notamment à travers les commissions d'enquête, par exemple. Donc pour vous, le problème, ce ne sont pas les textes, ce sont l'utilisation qui en est faite. Tout à fait, c'est la pratique qui détermine. Alors Farid Alilat, si en Algérie une révolte, une révolution éclatait en plein cœur du printemps arabe, comment réagirait l'armée, d'après vous? Je pense qu'il faut démystifier cette idée que ce sont les militaires qui dirigent en Algérie. Il faut démystifier cette idée. C'est une poignée de militaires, une poignée de généraux, 4 ou 5 généraux qui ont ramené Bouteflika en 99. Et c'est une autre poignée de généraux qui lui ont permis de se représenter en 2004 et en 2008. Mais ce ne sont pas les généraux qui dirigent en Algérie. Si les généraux ou une poignée de généraux élisent ou font les présidents, notamment Bouteflika, ils l'ont pas empêché de gouverner. Depuis 99, les militaires n'ont pas empêché Bouteflika de gouverner. Bien plus, ils l'ont pas empêché de changer la Constitution. Alors qu'on aurait pu dire qu'il l'aurait empêché, mais ils l'ont pas empêché de changer la Constitution. Depuis 99, ce sont des civils qui dirigent. Bon, je ne dis pas que les militaires n'ont pas un rôle, mais depuis 99, ce sont des civils qui dirigent. Bon, pour revenir à votre question, quel sera le rôle de l'armée si la révolution éclate en plein cœur du printemps? Je pense que, je parle de l'institution militaire, hein. Je pense qu'il y a un profond traumatisme au niveau de l'institution militaire par rapport aux émeutes de 88. Je pense que s'il y a une révolution, je pense que l'armée ne sortirait pas dans la rue pour tirer sur les gens. Je pense que ce serait une erreur fatale que les généraux ne feraient pas. À mon avis, ils le feraient pas. À mon avis, s'il y a vraiment une révolution à la tunisienne ou à l'égyptienne, ce que moi j'exclus personnellement, je pense que l'institution militaire, elle se mettrait plutôt du côté des citoyens que du côté du pouvoir. Alors, une question évoquée par le reportage de Mouhand Chibani sur l'ampleur de la corruption au plus haut niveau de l'État. Mouhand Chibani, vous avez, je crois, une anecdote à nous raconter à ce sujet. Oui, absolument, Julie.